Ah, ça fait plaisir de voir que cette série continue à m'investir autant par moment. Vraiment, hein, il y a beaucoup de séries qui se perdent un petit peu en chemin et qui n'ont plus trop la même saveur, malgré le fait que quelquefois il y ait quelques petites fulgurances qui arrivent ci et là, mais euh, globalement, c'est souvent dans ces séries-là, même quand il y a de bons épisodes qui sortent, vers la fin des saisons, tu te dis, ouais, c'est très sympa. Ça change absolument rien à mon ressenti global par rapport à tout le reste à côté, quoi, maintenant, dans ce qui est fait. C'est le cas avec Once Upon a Time, hein. Je me rappelle qu'il y avait un excellent épisode dans la saison 5, que j'ai vraiment adoré, et après, ça changeait rien avec tout ce qu'il y avait autour, quoi. Ça me faisait pas ressentir plus de choses pour les personnages dans la globalité. Alors que là, oui, ça reste quand même à un niveau suffisamment élevé pour que lorsqu'il y a ces grandes fulgurances qui sont quand même assez fréquentes, ben, ça vous porte. Donc voilà, j'aime beaucoup cet épisode, c'est dit, et voilà, c'est pas entaché par une baisse de qualité globale, même s'il y a une légère baisse de qualité, mais elle est vraiment pas aussi notable que pour d'autres séries, quoi, je trouve, dans ces dernières saisons. En tout cas, maintenant que c'est dit, c'est fait. On commence avec donc Daenerys qui est arrivé et qui s'est posé un petit peu, et il va y avoir plusieurs choses qui se passent. Je vais traiter les petits segments un petit peu à part pour commencer, histoire de garder ça, d'être sûr de tout traiter. Donc on va commencer par Cersei rapidement, qui se prépare un petit peu pour le combat. En manipulant un petit peu la foule, en ayant convoqué les derniers seigneurs qui lui sont encore fidèles dans les sept couronnes, et en disant, en manipulant bien les faits pour elle, c'est-à-dire Daenerys, on peut pas lui faire confiance, c'est une barbare, elle a fait des actions exécrables, et elle prend pas du tout en compte les bonnes actions et pourquoi ces actions exécrables ont été faites, ça non bien entendu, donc voilà, manipulation des masses très typique, hein, elle le fait bien, sachant que on va se centrer un petit peu sur le représentant des Tarly, qui sont donc liés à la maison Tyrell, qui sont donc censés être fidèles au Tyrell. Et ouais, Jamie essaye de se le mettre dans la poche en disant ouais, vous êtes notre plus haut gradé à disposition pour l'instant. Ce serait bien de vous avoir ma main droite ou un truc comme ça, s'il vous plaît. Et ouais, le mec est un peu dubitatif parce qu'il est quand même fidèle au Tyrell en dépit du fait qu'il hésite un petit peu à les suivre après là où elle se trouve, Olenna, hein, en voulant se mettre du côté de Daenerys qui donc a une réputation pas forcément bien qui la précède chez nous, même si ouais, ça reste un peu discutable dans le sens où il y a quand même pas mal de gens qui parlent en bien d'elle, quoi. Genre la libératrice, tout ça, mais peut-être pour les seigneurs, elle est mal vue quand même, je sais pas. Ça me paraît relativement contradictoire avec ce qu'on a dépeint d'elle dans l'opinion publique dans la saison 5. Voilà, c'est histoire de dire. En tout cas, voilà, il y a cette manipulation, Jamie qui essaie de se mettre de son côté, le mec, voilà, c'est histoire de bien dire qu'on prépare un petit peu le terrain, qu'ils se disent, oui, on va pas rester les bras croisés, essayer de jouer le mieux possible avec les cartes qu'on a dans notre manche, même si elles sont pas aussi nombreuses qu'on aurait pu l'espérer. Sachant que, aussi, à côté de ça, il faut un peu se prémunir contre les dragons qui vont nous attaquer. Eh ben oui, quand même, hein, c'est un peu une inquiétude première, ça. Et il y a Qyburn qui a eu donc eu vent qu'un dragon a été blessé par des lances, hein, lors des arènes à Myrine, et donc il se dit ouais, on a qu'à faire une espèce de grosse arbalète, je dois pas être comme ça que ça s'appelle, je sais plus, une baliste, une énorme baliste. Mais à nouveau, c'est plus une arbalète qu'une baliste, je trouve, dans le forme. C'est bizarre, hein, c'est difficile de décrire ça. Je dirais que c'est une grosse arbalète plutôt, mais reprenez-moi si je me trompe. Donc, qui pourrait, avec la puissance qu'elle dégage et donc la taille des projectiles qu'elle a, percer la peau d'un dragon et les buter. Voilà, donc ils se préparent un petit peu à ça, quoi. Ils se disent, ouais, on prend ça en compte. C'est bien, quoi. Il y a la préparation de son côté, elle attend pas bêtement. Donc, ouais, là, c'était assez rapide. Assez rapidement, on va aussi voir Sam qui suivra un petit peu le traitement de Jorah, donc à l'académie, la grande citadelle. Ok, bon, maintenant que j'y repense, je sais pas pourquoi je me suis fait tout un foin sur le délire. Ah, est-ce qu'ils vont adresser pourquoi il est là et tout et tout? C'est comme bien entendu qu'ils allaient adresser ça. J'ai été un petit peu con quand j'ai fait cette remarque dans l'épisode précédent, je trouve, hein. Mais je m'excuse s'il y en a qui sont agacés. En tout cas, ouais, il était venu pour être traité contre sa léprose, donc Jorah. Ah ouais, c'est pour ça que dans la mise en scène c'était un petit peu bizarre parce qu'il avait l'air d'être enfermé et donc je savais pas exactement
c'était pas super clair pourquoi il était là, mais quand on y réfléchit, ça me paraît assez évident, il est là pour se faire traiter. Et il y a le spécialiste du coin, semble-t-il, je dis bien semble-t-il, qui se dit ouais, non, c'est trop tard pour vous, quoi. Il y a Sam qui met un petit peu en avant le cas Shorin, histoire de dire on n'a pas oublié ça, oui, non mais bon, on a traité ça lorsqu'elle était jeune et que l'infection s'était pas grandement propagée. Lui, il est plus très jeune et l'infection est super propagée, donc c'est râpé, hein, c'est foutu, hein, je peux rien faire. Partant, Sam, étant donné qu'il apprend que c'est un mort-monte et qu'il se sent un peu redevable envers son père, qui est donc mort devant ses yeux, hein, donc c'est pas rien quoi, il se dit ok, je vais essayer de faire de mon mieux pour l'aider. Alors apparemment il s'est toujours trouvé les bons livres pour pas mal de choses. Il se dit j'ai trouvé ce bouquin qui permettrait de soigner avec de nouvelles techniques. Il y a l'archimestre qui dit ouais mais tu sais ça a pas trop marché parce que le mec qui a essayé ça une fois il est mort de la léprose, il a pas réussi. Et Sam se dit tant pis, je vais essayer quand même. En catimini, hein, personne fait gaffe à lui, hein, vraiment il peut aller où il veut apparemment. Et voilà quoi, il va voir Jorah, il se dit ouais j'ai pas respect pour votre père, je tiens absolument à faire tout mon possible pour que vous puissiez en guérir. Donc voilà, il se lance là-dedans. Et c'est pas super évident parce qu'il faut enlever une partie, la partie écaillée de la peau, et y appliquer une espèce d'onguent. Hein, donc oui, quand il enlève la partie écaillée, apparemment ça fait super mal. Hein, il essaye de contenir son cri, Jorah, c'est pas facile. Et alors au moment où on voit sa peau quoi, à vif qui s'apprête à être traité, on fait une espèce de transition sur un plat de je sais pas quoi qui ressemble un petit peu à ça, quoi, histoire de bien dégoûter le spectateur. Ah, vous voyez un truc dégueulasse, un autre truc dégueulasse, mais en fait non, c'est de la nourriture que quelqu'un est en train de manger. Toujours classe ce genre de transition, hein. Ils ont fait pareil dans... C'était quoi déjà le nom Food Irene, c'était ça, ouais, il y avait un truc similaire dans ce genre-là. C'est pas un humour que je déteste, c'est juste que... C'est pas non plus le plus fin qui soit. Ensuite, voilà, c'est un peu terminé par rapport à ça. J'ose espérer que le traitement de Sam réussira. Il y a qu'à espérer. Après, ouais, quoi, le mec, il s'y connaît pas, c'est la première fois qu'il essaie, ce serait quand même un peu un miracle que ça marche comme ça. Si ça se trouve, ils veulent donner de faux espoirs, c'est pas impossible. Mais bon, je vois pas pourquoi ils mettraient ça sur le tapis si ça devait pas avoir, je sais pas, un début de retombée, un début de résultat d'une certaine façon. Enfin voilà, je dis ça comme ça. Mais c'était pas mal, c'était vraiment pas mal cette partie-là. Ensuite, on se centre sur Arya qui fait un petit arrêt à un restaurant à l'endroit où il a laissé son pote, donc le boulanger, hein, enfin le mec qui je sais plus comment il s'appelle, elle le surnomme Tourte, donc je pense pas que ce soit ça son nom. Alors, le mec donc qu'on avait vu dans la saison 4, hein, qui a parlé à Brienne, donc ça commence à faire un petit peu, hein, un petit moment hein, qu'on avait plus sur ce type-là. C'est cool de rappeler ça, hein. Il y a pas mal de rappels, beaucoup de rappels hein, dans cette saison 7. Hein. Ils se disent, ouais, vous vous souvenez des débuts de cette série, on va aller jusqu'au bout, on va rappeler tous les personnages qu'on a vus. Et ça me dérange pas que Arya soit arrêtée là, c'est plutôt logique d'ailleurs qu'elle s'arrête là, c'est un coin qu'elle connaît. Limite, ça doit être plus ou moins inconsciemment qu'elle désirait un petit peu revoir ce type pour s'ancrer un peu plus à qui elle était, aux gens qu'elle a rencontrés, etc. Donc ça, c'est pas non plus, c'est pas un gros comme par hasard. Hein. Donc voilà, il y a cette petite conversation où Arya s'arrête pour manger, elle est très évasive sur ce qu'elle veut faire, et c'est là que le mec lui dit tu vas pas au nord. Oui, et elle dit non mais au nord c'est les Bolton qui gouvernent, mais non c'est plus les Bolton, c'est Jon Snow a repris Winterfell. Et donc elle savait pas ça. Alors c'est un petit souci, légers soucis que j'ai de facilité. À nouveau, c'est pas des gros problèmes quoi. Il y a quelques petits soucis de facilité que j'ai qui sont pas énormes dans cet épisode. Vraiment, j'adore cet épisode. Mais c'est quand même des facilités à appuyer légèrement, à souligner un tout petit peu. Voilà. Comment se fait-il qu'Arya sache pour la situation des frais, ce qui s'est passé, etc. et n'ait pas eu vent une seule seconde de la situation au nord? Genre un peu plus au sud de la demeure des Frey, on a été au courant, les nouvelles sont passées, hein, ils savent pour Jon Snow, mais elle n'est pas au courant. Elle sait pas que Jon Snow a repris Winterfell. C'est un peu bizarre, quoi. Mais honnêtement, je pardonne ça. Voilà, on va dire qu'elle n'a pas écouté les bonnes informations, un truc comme ça, parce que ça amenait un moment très bon autour du personnage où elle regagne une espèce d'espoir. Parce que j'ai le sentiment que pour elle, dans sa tête, il n'y avait plus rien qui la rattachait à quoi que ce soit, et il lui restait plus que la vengeance pour vivre en fait.
J'ai le sentiment que c'est un peu sur ceux qui voulaient partir. Et le fait d'apprendre que Jon Snow est en vie, que Winterfell s'est un peu refondé sur la base des Stark avec leur héritier, on voit qu'il y a un regain d'espoir qui s'instaure en elle, et elle se dit ok, je repars en disant au revoir un peu joli à son ami une fois de plus. Bon, c'est cool de l'avoir remis, c'est cette petite rencontre rapide dernier moment avec celui-là, c'est cool de rappeler que ce personnage existe, c'était pas mal. Et voilà, ce moment où elle regagne un peu espoir dans le fait qu'elle peut encore avoir une famille, moi j'ai trouvé ça très beau, hein, dans la façon dont elle l'affiche, quoi. Parce que ouais, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites avec des mots et qui se font très bien sentir. J'en reparlerai à un moment donné de ça aussi parce qu'il y a un passage que j'ai vraiment adoré à ce niveau-là. Enfin bon, elle repart, on la voit un peu plus tard dans l'épisode faire un camp et être approchée par une petite meute de loups dirigée par une espèce de loup géant, punaise quoi. C'est les loups de Game of Thrones, ils peuvent avoir cette taille. Ok, je sais pas, ou alors c'est elle qui est petite parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir vu un seul loup de cette taille-là jusqu'à présent quoi. Et je sais qu'ils pouvaient être très gros, mais jamais de cette taille-là. Hein. Non, c'est pas effet d'optique. Moi qui fais pas gaffe, je trouve que c'est le plus gros loup qu'on a eu jusqu'à présent. Et elle semble reconnaître Nymeria. Donc sa louve de la saison 1, épisode 3, quoi, elle l'a relâché dans l'épisode 3, ou 2 peut-être, c'est pas impossible que ce soit l'épisode 2 même. Donc ouais, ça date, hein, rappel, hein, que de souvenirs. Et voilà, il y a cette espèce de moment de calme entre eux où la louve l'observe, elle essaie un peu de se rabibocher avec elle, et ça a pas l'air de marcher totalement, mais ça a permis à calmer la meute. Bah, j'imagine que, j'en sais rien, Nymeria, ça s'est formé une nouvelle meute, elle s'est trouvé un autre loup, et donc c'est ses enfants ou un truc comme ça. Sans doute ce que ça veut dire, même si ils sont relativement pas clairs sur un petit détail à la fin, ça doit sans doute être moi qui ai pas bien interprété ça, ou lorsque Nymeria... Enfin, la louve, la grande louve, recule, la laisse tranquille mais ne la suit pas alors qu'elle lui demande de la suivre. Y a Arya qui dit ce n'était pas elle. Alors la question que je me pose c'est vraiment est-ce que vous voulez me faire croire qu'en fait c'était une autre louve parce que ça me paraît assez improbable. Ça doit être elle je pense. Je pense que elle a dû reconnaître son ancienne maîtresse en Arya et c'est pour ça qu'elle l'a épargnée. Voilà, mais après tout le temps qui s'est passé, j'avais quand même 6 saisons, merde, après tout le temps qui s'est passé, ouais, il y a un lien qui s'est quand même cassé, ça peut pas redevenir comme avant, ça peut pas redevenir la louve obéissante qui la suit. Je pense que c'est ça que ça voulait faire passer, et en ça c'était très fort je trouve, ce petit moment, comme ça. Par contre, oui, c'est juste cette phrase de fin qui me pose un peu problème. Est-ce que on est censé envisager que c'était une autre louve, enfin un autre loup. Je sais pas, c'est peut-être moi qui interprète mal, peut-être qu'il faut interpréter ça différemment, comme quoi, oh ce n'est plus la Nymeria que j'ai connue, c'est plus elle, ou un truc comme ça. Le truc c'est pas it wasn't her anymore, c'est it wasn't her, c'est ce qu'elle dit. Elle dit pas ce n'est plus elle, elle dit ce n'est pas elle. C'est ça le truc, je sais pas. Le choix de mots peut-être me gêne un chouïa, mais ouais, la scène était très forte en soi, quoi. Cette espèce de passé perdu qui garde un peu des traces, mais qui peut pas se reprendre par rapport à ça, même si elle a gagné espoir et revient vers une partie de son passé qu'elle pense pouvoir récupérer en remontant à Winterfell. Très très bon moment, voilà, oui, très bon moment autour d'Ariane, même si oui, le côté facilité, comme quoi, comment ça se fait qu'elle n'ait pas entendu parler des actes de Jon Snow à Winterfell, mais dans la taverne-restaurant du coin, là, ils le savent, c'est un peu bizarre. En dehors de ça, c'est un très bon moment d'Arya qui regagne espoir et qui dit un petit peu, qui revoit un peu son passé derrière avec sa louve. Très bon moment, j'ai beaucoup aimé ça. Bon, ensuite, maintenant on va prêter les deux gros morceaux, hein, c'est-à-dire que on va se centrer sur Daenerys et Jon Snow et un petit peu leurs préparatifs pour ce qui va se passer. Daenerys qui a donc atterri à Père-Dragon et se dit qu'il va falloir un petit peu prévoir les choses, faire un plan d'attaque en essayant d'aller dans le moins possible vers la barbarie, vers les massacres, etc. parce que c'est pas son truc. Après ça, on a un passage très fort que j'ai vraiment adoré autour d'elle et de Varys, parce qu'il y a une petite histoire, quoi.
elle se souvient quand même un petit peu de ce que Varys a fait au nom de Robert. Robert qui était pas super sympa déjà avec son père, mais aussi avec elle. Robert a un petit peu voulu la faire buter, hein. On n'a pas oublié ces détails-là quand même, hein. Et oui, quand on voit comment il l'a pris avec Jorah, avec Varys, c'est un petit peu pareil. Alors, la seule chose que j'aurais à redire à ce passage-là, c'est que je me demande pourquoi elle a attendu aussi longtemps pour en parler avec lui, quoi. Ça aurait été totalement justifié s'il n'avait pas été présent lors du voyage en bateau. Mais ce n'est pas le cas. Il était présent lors du voyage en bateau. Donc pourquoi ce n'est que maintenant qu'elle se dit « Tiens, je vais avoir cette discussion avec lui ». Voilà, le petit truc, le petit détail, que des détails vraiment. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Les trucs sur lesquels je me plains, allez pas croire une seule seconde que c'est grave. Vraiment pas. Donc voilà quoi. Elle le met un petit peu devant les actes qu'il a commis au nom du roi Robert pour un peu survivre, etc., etc. Et Varys se défend magnifiquement en disant que oui, ce qui compte pour lui avant tout, c'est pas de suivre un roi ou une reine, c'est de faire ce qu'il y a de meilleur pour le peuple. Et donc voilà, si vous attendez de moi que je sois bêtement votre toutou loyal, vous pouvez me tuer tout de suite. C'est très fort de sa part, il montre vraiment son allégeance et ça convainc totalement Daenerys. Il y a cette espèce de promesses un petit peu qui se font chacun l'un pour l'autre. Hein, Daenerys qu'il faut promettre que si il se rend compte qu'elle dévie de la bonne voie pour aider le peuple, qu'il ne fomente pas derrière son dos, mais qu'il vienne lui dire directement. C'est très bon ça, j'ai adoré ce passage. C'est un très bon moment de clash entre guillemets entre ces deux-là qui se comprennent un peu. Excellent. Il y a encore d'excellents moments de dialogue entre les personnages, quoi. Et à nouveau, c'est très différent d'un truc comme Once Upon a Time, une fois de plus, parce qu'une fois de plus, dans Once Upon a Time, je trouve que les acteurs sont géniaux et s'en tirent très bien. Ils n'ont pas particulièrement le texte qui va avec, c'est souvent des discours très bateaux et ça vole pas très loin. Mais le texte, quand même, pour amener ces conflits, ces dialogues-là, est souvent super léché, quoi. Et vraiment, ça passe naturellement. En plus des acteurs qui se donnent à fond et qui interprètent ça nickel, je vous jure, c'est savoureux à observer. Savoureux à observer ce dialogue, hein, je vous jure. C'est la force numéro 1 de cette série pour moi. Les dialogues entre personnages de ce genre-là. En tout cas, ouais, après qu'ils soient un peu mis d'accord, il y a Mélisandre qui est arrivée à Père Dragon. Elle a fait vite. Voilà, il s'est passé combien de temps entre le moment où elle a été un peu exilée et le moment... Je sais pas, c'est bizarre, quoi. Hein. C'est... Tant qui s'est passé, etc. Mais Sandre qui en veut pas particulièrement à Jon Snow de ce qui s'est passé, elle reste un peu fidèle à sa vision, à ses prophéties, etc. Et parle un petit peu à Daenerys de ce qu'elle sait, etc. Et surtout de quelqu'un à qui elle devrait parler, c'est-à-dire le roi du Nord, Jon Snow. Ça met en place cette rencontre entre le feu et la glace. Daenerys et Jon Snow, ça commence à se mettre en place, ça fait plaisir de voir ça. C'est vraiment une des résolutions que je m'attends à voir depuis quasiment le début. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer, ceux-là? Il y a tellement de choses à faire, de parallèles à faire sur leur parcours à tous les deux, que vraiment je suis... mais plus qu'impatient de les voir se retrouver. Je vous jure, plus qu'impatient de les voir se retrouver. Mais voilà quoi, ça a l'air d'être parti sur le bon chemin dans cet épisode, avec Daenerys qui décide de faire sommer Jon Snow à ses côtés, pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une alliance avec elle, en demandant à Tyrion de s'en charger, puisqu'ils ont eu un petit passé ensemble, ils ont eu l'occasion de se connaître pendant 2-3 épisodes dans la première saison, et apparemment ils ont noué un lien particulier par rapport à ça, et c'est vrai, hein, ils avaient de très bons moments dans le début de la saison 1, ces deux-là. Ça passait nickel leur relation, et le fait que ça soit remis sur le tapis et qu'on risque donc d'avoir ces deux-là qui se retrouvent, ça serait aussi un gros bonus en plus de la rencontre entre Jon Snow et Daenerys. Je vous jure, ça promet tellement de choses cette rencontre entre ces deux camps. Je suis impatient, je trépigne là. En tout cas, voilà, elle décide de faire envoyer une lettre à Jon Snow, et Jon Snow qui la reçoit donc cette lettre. Et qui hésite un petit peu parce que voilà, on n'est pas sûr de ce qu'elle peut faire, quoi. Hein, c'est quand même la reine Targaryen. Elle a apparemment pas tellement fait parler d'elle dans le nord. Peut-être que dans le sud, au port où on était, elle a fait un peu plus parler d'elle en bien, mais apparemment dans le nord, elle a juste la rumeur de son nom et elle a des dragons avec elle, donc c'est vrai qu'elle peut faire un peu peur, celle-là. Mais voilà quoi, elle semble être honnête dans sa lettre, et puis quand même c'est Tyrion, quelqu'un à qui
Sansa et Jon Snow peuvent faire confiance. En tout cas, ils ont senti qu'il y avait quelque chose, beaucoup plus d'honnêteté chez lui que chez les autres Lannister. D'ailleurs, ouais, je trouve ça un peu bizarre que Sansa soit pas plus encline à croire Tyrion par rapport à Jon Snow. Parce que, ouais, quand même, elle l'a connu un peu plus que Jon Snow, hein, comme c'est précisé. Et ouais, il y avait une complicité entre eux. S'il y a bien un truc que je regrette dans la saison 4, c'est qu'on n'ait pas davantage développé leur petit couple, entre guillemets, à Jon Snow et à Sansa, parce qu'il y avait un début de quelque chose très sympathique, et ça s'est pas étendu très longtemps. Ça a duré genre 2 épisodes. Et ouais, ça aurait pu durer plus longtemps. Ça fait partie de ces relations que je regrette un peu de ne pas avoir vu plus développé. Mais si ça se trouve, ce sera plus développé. Puisque il y a possibilité que ça se retrouve. En tout cas, ouais, il est hésitant, Jon Snow, avec ce qui se passe. Mais c'est là qu'il reçoit, en plus de ça, la lettre de Sam qui a mis beaucoup plus de temps à venir pour une raison qui m'échappe. Où se trouve la grande citadelle par rapport à Père Dragon? C'est beaucoup plus loin, semble-t-il. C'est un peu bizarre, quoi. Ça met beaucoup plus de temps à venir, une lettre de la grande citadelle qu'une lettre de Père Dragon. Voilà, je sais pas, la logistique m'échappe à chouïa, mais c'est pas grave non plus, une fois de plus. Et donc voilà, il apprend donc que comme par hasard, à nouveau hein, dans l'épisode 1, c'était un gros peu comme par hasard, il y a du ver dragon qu'on peut miner à Père Dragon. Ça me fait marrer quand même, hein, que tous soient vraiment sur le délire des dragons à cet endroit-là. Et il se dit, ouais, ça a l'air d'être vraiment une opportunité à saisir, quoi. Je fais confiance en Tyrion. Il y a moyen d'avoir des alliés, elle a des dragons, donc ce sera très utile, puisque c'est les flammes qui tuent les morts, hein, c'est le moyen le plus efficace de tuer les morts, les flammes de dragons, ce serait pas super parfait, etc. Et puis en plus de ça, il y a quelque chose à en tirer, quoi. Je veux dire, ouais, ce serait une opportunité en or à ne pas manquer, s'il y a moyen que ça marche. Et donc voilà, il se dit, ok, je vais partir. Bon, déjà, c'est très sympa qu'il n'avait pas averti Sansa lors du grand conseil, lorsqu'il en parle à tout le monde. Ouais, je sais pas, c'est lui qui dit il faut se faire confiance entre frères et sœurs, etc. Mais parle-lui-en un petit peu avant, histoire de lui faire comprendre où tu veux partir avant, quoi. Parce que ouais, il est tout aussi choqué que les autres. Non, on peut pas lui faire confiance, c'est quand même, une Targaryen, etc. Tyrion Lannister, il représente Lannister et tout, on est vraiment pas sûr de ça. En plus, les Targaryens, enfin le roi fou a fait tuer leur grand-père. Donc en plus, quoi, il y a un passé. Et je comprends parfaitement le fait que la plupart des gens soient froids à ça. Et c'est là qu'il y a un moment qui m'a fait verser une larme, et je pense que je dois être une des rares personnes dont c'est le cas. Voilà, deuxième fois que je verse une larme, et c'est encore autour de Jon Snow. Voilà, sans doute mon personnage préféré maintenant, je pense. Ouais, maintenant qu'on a un petit peu sauté l'épisode 9 de la saison précédente où il était un petit peu trop con pour moi, en dehors de cet épisode-là, vraiment j'ai toujours beaucoup d'affection pour Jon Snow, et il y a ce moment-là où il se rend compte que tout le monde est contre ça. Ouais, même Lyanna Mormont, je vais essayer de me souvenir de son nom à cette princesse-là, parce elle est badass, je l'aime bien. Alors Lyanna aussi est contre ça, donc il se retrouve une fois de plus seul contre l'opinion populaire pour sa décision. Et il y a ce moment très rapide de quelques secondes où on voit sa face un peu désabusée de se rendre compte qu'une fois de plus, il doit faire un choix qui déplaît, qui doit lutter contre l'opinion populaire et que c'est toujours une lutte pour convaincre les autres. Cette espèce de légère fatigue qu'il ressent. Ce petit moment rapide de 2 secondes, j'ai ressenti toute la peine de Jon Snow et l'éternel conflit, l'éternel effort qu'il doit fournir à chaque fois pour prendre la bonne décision, celle qui lui paraît le plus juste, pour braver les autres, tout ça. Ce petit moment-là, je vous jure, ça m'a sincèrement ému. Voilà, avant de faire son grand discours pour essayer de convaincre les autres, et en disant oui, pour moi c'est important de faire ça, croyez-moi, vous n'avez pas vu les marcheurs blancs, je les ai vus, on aura besoin de toute l'aide possible, et sachez que si vous m'avez élu roi, il y aura quand même quelqu'un d'autre pour s'occuper de vous, sans ça, je te confie les rênes pendant que je pars, parce que c'est important que j'y aille moi-même voir cette reine, pour bien montrer que oui, quand même, quoi, on ne la prend pas à la légère. Et c'est un très bon moment, un moment fort où il s'affirme une fois de plus, il doit s'affirmer une fois de plus. Voilà, c'est un effort de plus qu'il doit faire pour ça. Et ouais, très fort, quoi. C'est très bon.
C'est un moment préféré de l'épisode, j'ai adoré ça. Ensuite, donc, il doit se préparer à partir. Et pour ça, donc, avant ça, on a une petite scène entre lui et Baelish. Et on voit que c'est pas la grande entente entre eux. Hein. Baelish essaye d'avoir une approche un peu diplomatique, mais il a que du mépris pour ce type, Jon Snow. C'est vrai qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de scènes entre ces deux-là. Hein, et pour cause, hein, Jon Snow ne peut pas le saquer, même s'il reconnaît qu'il lui doit un petit peu la vie, ça le fait chier, hein, il a pas du tout envie qu'il soit avec sa sœur, etc. Et donc il lui fait une menace de dernière minute, et je sens que il va pas la prendre comme ça, cette menace. Hein. Il va essayer de mettre le grappin sur Sansa Baelish. Voilà, il doit donc partir avec Davos hein, en petit comité pour aller voir donc la reine et sans doute, possiblement, nouer une alliance. Et c'est tout ce que j'espère que ça se passe. Bien, on n'a pas terminé avec Daenerys, hein, j'ai fait une petite parenthèse parce que voilà, c'était un petit peu en lien avec ce qui s'est passé juste avant dans le cadre de Daenerys, mais il se passe encore des trucs avec Daenerys puisque voilà, il a fait un grand conseil de guerre pour préparer un petit peu l'assaut contre Westeros et la capture de Port-Réal. Voilà, et ce qu'elle veut, c'est faire couler le moins de sang possible, et c'est pour ça qu'elle va essayer de mettre en place un siège autour de Port-Réal avec les forces armées des habitants du coin. Parce qu'elle a conscience que les habitants, enfin, c'est Tyrion, hein, je pense que c'est Tyrion qui a plus pensé à ça, mais elle le suit un petit peu. Tyrion a conscience que les habitants du coin seraient un petit peu effrayés et pas convaincus d'être envahis par des étrangers qui ont une image un peu barbare pour eux, hein, surtout les Dothraki, hein, ils sont un petit peu barbares pour eux. Donc, ça paraît plus important de mettre en place le siège, la prise de Port-Réal par des habitants de Westeros. Donc utiliser les guerriers d'Olenna, d'Ellaria et les Ferney pour ça. Donc oui, ils sont quand même pas super chauds l'idée, oui, donc comme ça c'est nous qui allons nous battre et ils vont faire quoi les autres? Bon, pendant ce temps-là, les autres, mon autre armée, mes immaculés, ils vont s'occuper de prendre le château attitré des Lannister, c'est-à-dire Castral Rock. Est-ce qu'on a déjà vu Castral Rock avant? Si ça se trouve, oui. Peut-être rapidement, peut-être dans le flashback de Cersei, on n'arrête pas d'entendre parler, je crois pas qu'on l'ait jamais vu Castral Rock. Ou alors je sais pas, j'ai peut-être pas fait gaffe à un moment donné. On n'arrête pas d'entendre parler, voilà, c'est le château des Lannister, la demeure des Lannister. Il se dit, ok, c'est pas grave si on si on prend leur coin avec les Immaculés, les barbares d'outre-continent. Par contre, oui, Port-Réal, c'est plus important, quoi. Et donc là, ils sont plus d'accord pour ça, quoi. Oui, notre armée sera utilisée. Ok, c'est pas seulement nous qui serons utilisés, très bien. Donc ça a l'air bien parti pour. On a une petite conversation rapide entre Olenna et Daenerys, parce que Daenerys sent bien que Olenna, elle cherche plus trop le bien du pays, etc. Tout ce qu'elle veut, c'est se venger, mais c'est seulement ça, quoi. Et donc, il y a Olenna qui essaye de lui faire partager sa sagesse en disant, oui, vous savez, ma fille a voulu être une reine juste et voilà ce qui lui est arrivé. Sachant que, ouais, elle était intelligente. Le seul problème qu'elle a vu, Marjorie, sans vouloir être vexant, la seule réelle chose qui a mis le glas sur sa vie, il y a 2 épisodes de ça, c'est le fait d'avoir affaire à des cons qui n'ont pas compris ses avertissements. Hein. Parce que sérieusement, elle aurait largement pu s'en tirer si on l'avait pas interdit de sortir. Une fois de plus, ça reste très con pour moi, il y a 2 épisodes de ça change rien à ça. Hein. Enfin bon, le fait de vouloir rebondir là-dessus, c'est pas mal. On essaye de donner conseil à Daenerys en lui disant de pas bêtement écouter les hommes futés. Tyrion est un homme futé, j'en ai connu beaucoup. Il faut pas les écouter aveuglément. Voilà, en disant vraiment pensez par vous-même et essayez vraiment d'avoir votre propre identité. Ok, je pense quand même qu'elle fait ça depuis pas mal de temps, mais bon, hein, Olenna la connaît pas et si ça se trouve, elle essaiera quand même de pas trop se reposer uniquement sur Tyrion pour ses décisions par la suite. Ça me paraît important quand même. Donc oui, c'était un bon petit moment pas mal hein, avec tous ces personnages-là qui réagissaient bien avec leur mentalité à eux. Il y a même petite confrontation entre Tyrion et Ellaria, parce que voilà, hein, Ellaria, elle a un passif très discutable, hein. Elle a tué une fille innocente par empoisonnement simplement parce qu'elle aimait pas les Lannister, donc pensez si c'est bien vu ou pas, donc c'est bien de mettre ça sur le tapis. Enfin bon voilà, en dehors de ça, c'est mis en place, va y avoir toutes ces armées qui vont partir le lendemain, dont donc les Immaculés et Vergris, et qui ne pourra pas revoir tout de suite sa bien-aimée
Missandei. Et c'est pour ça qu'on se dit, on va enfin concrétiser carrément le couple maintenant, hein. Ce serait bien, on n'est pas loin de la fin quand même. Et puis ça se trouve, il va crever, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça me surprendrait pas. Mais bon, sait-on jamais, peut-être pas. Donc voilà, Vergris qui osait pas aller dire au revoir à Missandei, et donc Missandei est allé le voir directement. Et il y a un très bon passage de discussion entre eux. Vergris qui a toujours du mal à choisir ses mots parce que voilà, il c'est pas quelqu'un de très loquace. Et qui dit que c'est la première fois qu'il a vraiment eu peur, quoi. On a toujours entraîné les Immaculés pour faire face à leur peur. Il n'a jamais eu vraiment de peur à laquelle faire face. Ça a toujours été le plus brave des Immaculés. Mais maintenant, il a peur parce qu'il a peur de la perdre. Il ne le dit pas dans ces termes-là, mais voilà, quoi. Ça se ressent très bien. Et on sent vraiment ce rapprochement entre eux. Missandei qui se dit, tiens, on faut sauter le pas, je me mets à poil, alors que la porte est ouverte. C'est le détail, ça aussi. La porte de la salle est ouverte. Je pourrais pas penser à la fermer avant de te foutre à poil devant lui et de vous lancer dans cette histoire de sexe, parce que bon, à aucun moment on la verra fermer la porte, hein. Elle est à poil en laissant la porte ouverte. Détail aussi, hein, c'est pas grave, mais ça me fait un peu marrer, quoi. Oh, ça nous dérange pas, hein, on est très ouverts. Alors, oui, Vergris qui a un peu de mal parce que bon, je le rappelle que c'est un petit peu un eunuque. Mais bon, alors, d'après ce que j'ai compris, quand on est eunuque, on peut quand même faire la chose, mais c'est un peu différent. Je suis pas un spécialiste, il y a des gens qui savent comment ça peut se faire, mais du peu que j'ai vu dans certaines fictions qui essaient d'écrire un peu ça, ça n'est pas arrivé très souvent, hein, je vous cache pas, hein, c'est pas arrivé très souvent. Hein. Ils peuvent faire la chose, les eunuques, hein, et apparemment c'est l'air d'être mis sur le tapis, ça. Et donc voilà, il a quand même un peu honte de se montrer nu devant elle. On voit pas son appareil à lui, par contre, hein, ça aurait été compliqué à faire parce que je pense pas qu'il soit réellement eunuque, l'acteur aussi. Donc, c'est... Donc voilà, il y a ce moment très doux entre lui qui a un peur de se montrer parce que il est pas comme tout le monde à ce niveau-là. Et elle le prend bien, c'est un moment très doux, il concrétise la chose. Très bon, j'ai beaucoup aimé hein, cette espèce de concrétisation. Et il ne nous reste plus qu'à voir donc le départ de la flotte des Ferney et d'Olenna et de ses filles. Apparemment, il n'y a que ces quatre-là pour l'instant. Je sais pas, peut-être qu'ils sont eux aussi, leur armée est elle aussi sur les navires de Yara. C'est pas impossible. En tout cas, voilà quoi, c'est pas super clairement établi. J'ai le sentiment que oui, parce que j'ai le sentiment qu'après ce qui va se passer, on va plus trop entendre parler de la force armée de Dorne. Hein. Je sais pas, hein, c'est une intuition assez forte, puisque bon, déjà on se trouve sur le bateau, c'est un petit moment de calme, il y a les trois aspics qui discutent très légèrement de leur vie, puis il y a une conversation entre Olenna et Yara alors que Théon est là. Il dit qu'est-ce qu'il représente exactement pour votre frère, pour vous? Ah, c'est mon protecteur, il fait gaffe à ce que personne ne me fasse de mal. Ah, l'ironie par rapport à ce qui va arriver quelques minutes plus tard, c'est incroyable. C'était un peu grossier ça. Je sens vouloir un petit peu grossier de mettre ça sur le tapis 5 minutes avant ce qui va se passer après quoi. Hein. Mais bon, c'est un léger setup payoff qui est acceptable quand même. Mais voilà. Sinon, il y a nos deux filles qui se tournent autour parce que là, je me souviens très bien qu'Ellaria était bisexuelle hein, quand on l'a vu la première fois dans la saison 4, c'est vrai, hein, ils reprennent ça. Et Yara, ça a été dit dans la saison précédente. Voilà, donc elle navigue sur les deux eaux, chacune l'une l'autre, et donc elle semble plutôt attirée pour faire une petite partie de jambes en l'air, hein, pour se détendre un petit peu. Seulement, ce sera coupé court par une attaque surprise dans la nuit hein, de vaisseaux qu'on n'a pas vu arriver, de Euron. Donc c'est un petit peu ça le cadeau qu'il voulait faire à Cersei sans doute. Alors Euron est apparemment un génie de la mer parce qu'il s'est perdu pendant des années, et j'imagine qu'il connaît la mer comme sa poche, il sait parfaitement se déplacer dans les eaux et donc il doit avoir un super avantage à ce niveau-là. Donc ok, qu'il les ait pris par surprise, je veux bien. Par contre, c'est un putain de duo combat aussi quoi. Il bute pas moins... Il bat pas moins de 3 guerrières. Hein. 2 aspics, hein, les 2 aspics les moins importantes, il les bute l'une après l'autre lors de la grande bataille comme ça. Donc voilà, 2 aspics en moins. Et Yara, lorsqu'il la combat, bah, il a le dessus. 3 combats, il les bat tous.
Putain, le mec est super fort, hein, un peu excessif, un peu exagéré. Je trouve que, quitte à faire casser leur pipe à ces personnages-là, vous auriez pu mettre en place que c'était quelqu'un d'autre que lui qui les tuait, quoi, une partie de son armée, quoi. Je sais pas trop, quoi. Le fait que ce soit lui qui doit les tuer toutes, enfin toutes les deux, et qui doivent battre Yara, c'est un petit peu... Et je suis grossier, hein. En tout cas, ouais, il y a la troisième Aspic, donc la plus connue, celle qui a dragouillé Bronn, si vous vous souvenez un petit peu, et qui est partie, elle, défendre sa mère, Ellaria, et qui se bat bien, mais finit par être capturée avec sa mère. On les tue pas tout de suite, elle, parce qu'il prévoit de leur faire je sais pas quoi. Ça a pas l'air très joli ce qu'il prévoit de leur faire, hein. Ça doit être un peu ce qu'il prévoit de faire à Yara, parce qu'apparemment, elle aussi, elle va pas crever tout de suite. Mais voilà, Theon est en train de se battre aussi dans son coin, et il est interpellé par Euron qui capture et qui met en joue avec sa hache Yara en disant « je tiens à ta sœur, allez, approche, approche ». Et on montre une fois de plus Theon qui a du mal à se montrer courageux avec les sales événements qui se passent et il se dit « je peux pas m'approcher, je peux pas faire face à ce type alors que je sais que je vais crever, donc je me sauve du mieux que je peux en sautant par-dessus bord ». Et apparemment personne ne fera gaffe s'il a survécu ou pas. Je pense que ils doivent le considérer comme un lâche sans intérêt, donc ils se disent merde, on le laisse, on fait pas gaffe. Et donc voilà quoi, il a essayé de faire preuve de bravoure en retrouvant Yara, il est remis face à une situation difficile et il n'ose pas aller combattre directement. Sa sœur en est très attristée à ce qu'on voit, c'est un moment assez fort où leurs regards se croisent et où il finit par se barrer en ayant honte de lui quoi. On le voit à la fin en train de chavirer sur des restes de bateau en ayant vraiment une piètre opinion de lui-même une fois de plus. Après, honnêtement c'est la chose la plus intelligente à faire quand on y pense parce qu'il pouvait faire quoi? Genre il serait approché, ça aurait difficilement sauvé sa sœur, et puis bon, il était en sous-nombre et les autres finissaient par mourir. Là, limite, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de se barrer, essayer de pouvoir faire des représailles plus tard, en dépit du fait que oui, il laisse sa sœur seule et il se doute bien ce qui va lui arriver, quoi. C'est très dur comme moment autour de lui, quoi. C'est un moment assez fort où il est obligé de se remontrer lâche, quoi. On retrouvait vaguement dans son expression le schlingue qu'il a été. Hein, pendant un petit moment quoi, dans le fait que oui je peux pas être un homme courageux et c'était très bon ça, j'ai beaucoup aimé ça et ça se termine là donc sur Euron qui défait totalement l'approche prévue par Tyrion puisque bon maintenant les armées d'Ellaria et Yara ne pourront pas faire leur siège, si ça se trouve on verra seulement Olenna qui se pointera toute seule comme une conne. Ce serait assez marrant à voir, mais ça irait pas très loin. Donc ouais, ça a l'air très mal barré ça, et je pense que ouais, il a réussi son cadeau, quoi. Je pense qu'il a son cadeau, le Euron. Je m'attendais à ce qu'il s'en prenne, je sais pas, quelqu'un de plus directement en lien avec Cersei pour lui offrir un cadeau, genre Tyrion ou je sais pas Sansa. Bon, je sais que c'est pas super logique, quoi, c'est pas la première chose à attaquer, c'est vrai, mais bon. Ouais, c'est une approche, et puis bon, il attaque complètement sur son terrain, quoi, donc je comprends, ouais, c'est une bonne approche, quoi, même si, ouais, je trouve un peu trop cheaté en combat pour l'instant, hein. C'est un peu le souci, quoi, on veut vraiment, faut le mettre en avant, Euron, et étant donné qu'il est apparu que depuis la saison 5, et même pas, c'est la saison 5 ou 6, la saison 6, il me semble, punaise. Enfin bon, il apparaît depuis très peu de temps, ça n'a pas autant de poids que d'autres personnages, quoi. Mais bon, hein, c'est quand même assez fort, hein. Ce moment était très fort, et j'avais un peu peur qu'on tue rapidement tous ces personnages importants. On les tue pas tous, on en tue 2 sur 5, sur 6. Donc ouais, quand même, hein, on prend un peu plus son temps que dans l'épisode 10 de la saison précédente. J'ai déjà ça. C'est très intéressant ce développement, et vraiment, j'ai adoré cet épisode, il y a de très bons moments de personnages, ça se met en place la situation avec ces différents camps, la possible alliance entre Jon Snow et Daenerys, des évolutions très intéressantes, des personnages qui sont bien montrés dans dans leurs émotions, leurs sentiments du moment, quoi, ça le faisait nickel, je trouve.
très bien foutu, quoi. Vraiment, j'ai trouvé des petits trucs à redire ci et là, mais c'est vraiment, pour la plupart, du chipotage. Et globalement, c'est un très bon épisode. Et ça me rend confiant pour la suite, parce que vraiment, ça promet une situation où il va y avoir vraiment des personnages qui se retrouveront, des rencontres qui peuvent être explosives, dans le bon sens du terme, et c'est tout ce que j'espère, vraiment, tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 3, bye.